Jusqu'au XIXe siècle, on associait à l'énergie les muscles, la roue, le vent et l'eau. C'est alors qu'en Grande-Bretagne, on voit apparaître une nouvelle forme d'énergie issue de la nature. L'énergie produite par la vapeur. Nous pouvons à juste titre considérer les machines à vapeur comme les machines les plus nobles jamais inventées par l'homme. Elles font l'orgueil du mécanicien et l'admiration du philosophe. Les ingénieurs et les inventeurs deviennent des héros et les édifices qui abritent les machines, les temples de cette nouvelle époque. Les premières machines, dont certaines sont aussi grosses qu'une maison de 3 étages, sont utilisées pour pomper le surplus d'eau des mines et l'eau potable des fleuves. Tous les ingénieurs qui conçoivent des machines à vapeur visent la locomotion. Le premier à atteindre cet objectif est Richard Trevithick. En 1804, il gagne son pari quand sa locomotive réussit à transporter 10 tonnes de fer sur 15 km de rail d'un tramway gallois. On écrit dans un journal local: la performance de la locomotive à vapeur récemment inventée par M. Trevithick a suscité l'admiration de tous. Il ne fait aucun doute que cette machine pourra être utilisée de 1000 façons auxquelles nous n'avons pas encore pensé. Cette prophétie se réalisera, mais pas immédiatement pour Trevithick, car ces locomotives sont encore trop lourdes pour les rails. À ses débuts, le transport à vapeur est plus efficace sur l'eau. En 1807, aux États-Unis, on lance le premier bateau à vapeur commercial. Le Clermont met 32 heures pour transporter des passagers 250 km en aval d'Albany à New York. Seulement 12 ans plus tard, les premiers bateaux à roues traversent l'Atlantique. En Grande-Bretagne, on perfectionne peu à peu l'invention de Trevithick. En 1829, la fusée de George Stephenson atteint une vitesse de 56 km/h. Une jeune fille décrit le voyage. Qu'il était étrange de voyager sans aucun autre moyen visible de locomotion que cette machine magique au souffle blanc si léger et à l'allure rythmique et variable. Quand je fermais les yeux, j'avais la délicieuse sensation de voler. L'attrait de la vapeur inspire les artistes. J.M.W. Turner peint son célèbre tableau « Pluie, vapeur et vitesse ». La musique de Felix Mendelssohn évoque les voyages en bateau à vapeur qu'il fait en Écosse. Écrivain à décrire la traversée de l'Atlantique est Charles Dickens. Nous regardions avec appréhension dans cette pièce longue et étroite comme on en trouve dans les grandes demeures. Fixé au plafond, un support rempli de verre qui tintait lugubrement au rythme de la houle et du mauvais temps.
bientôt communiquer même sous la mer grâce à une autre forme d'énergie produite par la nature, l'électricité. On peut envoyer des messages instantanés sur de longues distances grâce à des câbles installés sous l'Atlantique par le premier bateau à vapeur en fer. Le dessinateur du bateau est un célèbre ingénieur, un véritable héros en Grande-Bretagne, Isambard Kingdom Brunel. L'imagination de Brunel triomphe de la nature. Il construit des ponts sur les rivières et creuse des tunnels sous les montagnes. Mais ses victoires sont entachées de sang. Une centaine d'ouvriers meurent en creusant un tunnel de 3 km entre Bristol et Londres. En 1850, les chemins de fer et les routes maritimes des bateaux à vapeur sillonnent la Terre. Les bateaux ne sont plus à la merci des vents et des courants marins. La migration des peuples est maintenant possible sur une grande échelle. Traverser les continents devient une affaire de jours plutôt que de semaines. Les voyages rendent essentielle la synchronisation des horloges du monde. L'observatoire de Greenwich à Londres est officiellement adopté comme le point de passage du méridien d'origine. C'est à partir de celui-ci qu'est déterminée l'heure dans le reste du monde. La Terre est divisée en 24 fuseaux horaires. Cette opération rend possible les horaires des voyageurs compilés par le premier agent de voyage. When leaving plans to make a trip by railway, caravan or ship, what name is foremost on the list? Thomas Cook and Son. En 1841, Thomas Cook, un prédicateur itinérant, fonde son agence de voyage. Enthousiasmé par l'apparition des chemins de fer, il organise son premier voyage d'un jour, une excursion visant la sobriété, comprenant un pique-nique, une fanfare et un sermon contre les méfaits de l'alcool. Après seulement quelques décennies, il vend 3 millions de billets par année pour des destinations dans tous les coins du monde, créant ainsi une des premières compagnies multinationales. Cook emmène les travailleurs à la mer, les vacanciers de la classe moyenne en Europe et les riches dans tous les coins de l'Empire britannique et de la planète. Compose son oratorio « La création ». Cette œuvre raconte l'histoire de la Genèse. Dieu a créé le monde en 6 jours et l'homme est le joyau de sa création. Au XIXe siècle, cette croyance populaire est remise en question par une idée laïque des plus radicales. Hier comme aujourd'hui, faire du commerce signifie livrer la marchandise. Aujourd'hui comme hier, ce n'est pas qu'une affaire de gros sous. Le commerce est une activité vitale à toute société. Et quand quelque chose est vital, il faut savoir livrer la marchandise coûte que coûte. Pour que la Colombie-Britannique se joigne à la Confédération naissante, le Premier ministre MacDonald lui a promis un train, une grosse commande.
encore comment, mais il se rendra jusqu'à vous. En 1884, le meilleur homme... Cela fait près de 175 ans que les trains canadiens font monter à leur bord des voyageurs de tous âges pour les amener jusque dans le cœur de ce grand pays, là où eux seuls ont accès. Charme suranné, époque révolue, l'ère des grands voyages en train semble aujourd'hui chose du passé. Mais il se trouve encore quelques inconditionnels du rail. De grands voyageurs comme Donald Thompson lui sont demeurés fidèles. Grosso modo, j'ai fait actuellement à peu près tous les circuits canadiens qui existent dans le train de passagers et tous les circuits américains. Le train, ça nous permet d'observer, de prendre le temps de bien voir. On passe à des endroits insoupçonnés au niveau des paysages. Absolument fabuleux. C'est à partir de la seconde demi du 19e siècle, en plein âge d'or du chemin de fer, que les voyages en train ont commencé à devenir populaires. Au début du 20e siècle, ils atteindront un niveau de confort et de luxe aujourd'hui encore inégalé. L'Orient Express, le Transsibérien, le Train Bleu, l'évocation seule de ces convois célèbres qui ont nourri notre imaginaire suffit à nous remémorer cette folle époque où les gens du monde voyageaient par train. Mais avant d'atteindre ce degré de raffinement, le chemin de fer a d'abord dû faire humblement ses premiers pas. Dans la première moitié du 19e siècle, se déplacer en train relève davantage de l'aventure que du voyage proprement dit. Le confort ne fait pas partie des priorités des compagnies, fort occupées à mater cette technologie nouvelle et pas encore tout à fait au point. Les premières locomotives fonctionnent au bois. Le train doit donc s'arrêter à tous les 80 km afin de s'approvisionner auprès des cultivateurs le long de la ligne. Il n'est pas rare que des voyageurs, pressés d'en finir, donnent un coup de main pour le chargement du bois. De plus, la chaleur élevée dégagée par cette grosse bouilloire se répand partout dans les wagons. Quant à la vapeur et la suie, elles laissent leur signature sur les cols amidonnés et les manchettes empesées. Décidément, le train, ce n'était pas pour tout le monde. La machine est un phénomène nouveau, c'est quelque chose de relativement effrayant, ça fait du bruit, la vitesse est là, et cette vitesse, très peu de gens l'ont expérimenté. Alors pour certains, ça va être quelque chose d'excitant, il y en a qui vont vouloir la vivre, l'émotion de la vitesse, et ils vont être prêts à subir tous les inconforts qui viennent avec, tandis que d'autres vont toujours avoir l'appréhension de monter à bord d'un train. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que le train va pouvoir freiner? Est-ce qu'on va mourir pulvérisé par la vitesse? Vous savez, aujourd'hui, ça nous semble absolument ahurissant, mais pour les gens de l'époque, la question se posait. À partir de 1850, les infrastructures ferroviaires, alors supportées par les gouvernements, commencent à se développer à un rythme fou. Le pays compte plus de 3200 km de voies. Il est maintenant possible de faire un voyage de plus de 1000 km d'une seule traite. La crainte et le peu d'intérêt qu'a d'abord inspiré le chemin de fer disparaissent peu à peu. Ils sont maintenant plus de 50 000 à s'être aventurés à bord de ce nouveau mode de transport. Le train commence à représenter un attrait. Peu coûteux, il est surtout plus rapide que la charrette et la diligence. De nouvelles locomotives permettent de franchir 20 km en 10 minutes, à une vitesse de 115 km à l'heure. À bord, on remarque d'ailleurs une nouvelle clientèle. Certains dimanches après-midi, des citadins se paient une balade en train pour le seul plaisir de se déplacer et voir du paysage.
dire qu'à la limite, le train, largement, dans ce sens-là, va participer à la révolution des mœurs du 19e siècle, une société victorienne qui était elle-même héritière de sociétés très divisées, donc entre le monde urbain et le monde rural, entre les gens des villes qui restent dans les villes et qui au fond trouvent et leur travail et leur loisir dans la ville, et le fait que tout d'un coup les gens des villes s'en vont un petit peu à la campagne pour aller voir comment c'est, et bien sûr les gens des campagnes s'en vont à la ville pour soit venir vendre leurs produits ou tout simplement pour la découvrir. Mais c'est surtout les gens des villes qui vont bénéficier de du chemin de fer en premier pour sortir de la ville. Alors ça, c'est un phénomène vraiment nouveau et assez fascinant. Les tableaux électroniques des aéroports affichant les heures d'arrivée et de départ, les billetteries, la correspondance des bagages, les règlements, tout ce qui entoure le monde du voyage, tirant parti son origine de l'époque du chemin de fer. Le train avait créé une nouvelle industrie qu'il fallait maintenant organiser, structurer. Apparaîtront les premiers règlements. Interdiction de fumer à bord et d'occuper un siège sans avoir préalablement acheté son billet. Les animaux de compagnie ne seront tolérés que dans les wagons de première classe. Le train n'attend pas, dit-on. Avec lui apparaissent les horaires stricts. Être à l'heure devient une préoccupation. Le 25 août 1836, un manque de synchronisme entre l'arrivée d'un train de la Champlain and St. Lawrence Railroad et le départ du bateau à vapeur valut à cette compagnie la première plainte officielle pour cause de retard de l'histoire ferroviaire canadienne. À partir de la seconde demi du 19e siècle, les courtes liaisons font place au grand réseau. Le voyage de longue distance devient possible. La construction par le Canadien Pacifique du transcontinental reliant l'Est et l'Ouest, se frayant une route au cœur des montagnes, marquera un tournant. Les premiers voyageurs qui s'aventurèrent dans ces contrées éloignées du Canada ont dû s'armer de courage. Au cours du trajet l'amenant à Winnipeg, un journaliste du Times écrivit que, durant ce voyage, il avait plus souffert du mal de mer que lors de sa dernière traversée sur l'Atlantique déchaînée. Les ponts oscillaient dangereusement et le train qui tanguait sur la voie mal ballastée menaçait de dérailler. Avec les voyages plus longs et plus fréquents, les tragédies ferroviaires se feront également plus nombreuses. Entre 1875 et 1900, il s'est produit plus de 750 accidents au Canada. Mais le plus tristement célèbre demeure toujours celui de Belleuil. Survenu le 19 juin 1864, il a coûté la vie à 99 passagers, la plupart des immigrants. Pour l'histoire canadienne, il reste le plus important. Et il est aussi important parce qu'il représente le summum de l'erreur humaine, si j'ose dire, dans la conjonction des bêtises qui ont été commises, comme le non-respect justement des horaires, le non-respect des consignes de sécurité, le non-respect de la signalisation, le fait que le chef de train, le mécanicien du train qui devait être en poste ce soir-là, était allé au cirque plutôt que d'aller travailler. Et c'est quelqu'un de plus fatigué et de moins compétent que lui qui a pris sa place. Et donc il y a comme une espèce de conjonction, comme il arrive souvent dans des tragédies, la recette est là pour une catastrophe et il suffit d'un seul et dernier élément. Et dans ce cas-ci, c'était le pont tournant qui enjambait la rivière qui était en position ouverte pour laisser passer des bateaux, qui a fait que le train n'a pas pu s'arrêter. Les passagers n'en avaient plus pour longtemps à se faire secouer et balloter à l'intérieur des wagons. Les dirigeants de chemin de fer étaient sur le point de concentrer leurs efforts sur une nouveauté appelée le service aux voyageurs. À ce chapitre, William Cornelius Van Horn, l'homme fort du Canadien Pacifique, deviendra le maître incontesté. Sous son influence, le voyage en train allait atteindre son apogée. Fait aujourd'hui partie de nos habitudes. Fortuné ou non, à peu près tout le monde de nos jours se permet quelques escapades. Mais il y a 100 ans, alors que le mot tourisme ne fait pas encore vraiment partie du vocabulaire, voyager est
est une affaire de riches. La révolution industrielle a créé de grandes fortunes. À la recherche de loisirs chics et de bon goût, cette nouvelle bourgeoisie s'éprend de paysages et d'air des montagnes. Le train leur permet maintenant de s'évader et le voyage d'agrément devient peu à peu un art de vivre. Durant la première décennie du siècle, ce type de train était emprunté par des gens d'affaires, attirés par la rapidité des déplacements, par des touristes de plus en plus nombreux et par des gens aisés qui rendaient visite à leur famille et qui occupaient les wagons de grand luxe. Il y avait aussi un wagon de classe touriste. On essayait de développer le tourisme et ainsi répondre à une demande de plus en plus forte. Entre 1870 et 1900, les trains deviennent plus luxueux. Panneaux d'acajou, couloirs recouverts de moquettes, banquettes généreusement rembourrées, l'intérieur des voitures crée l'atmosphère des salons victoriens. L'éclairage à l'électricité et le chauffage à la vapeur font partie d'une série d'innovations visant également à rendre les voyages toujours plus confortables. Je pense qu'un des avantages les plus fondamentaux qui va être introduit dans l'amélioration des wagons, c'est d'abord la climatisation. Alors bien sûr, on ne parle pas de climatisation mécanique, qui va venir assez tardivement dans le 19e siècle. On parle essentiellement de climatisation traditionnelle par bloc de glace. Là aussi, donc, ça veut dire la création d'une infrastructure d'entreposage par les compagnies chemin de fer, de blocs de glace qu'on ramasse, par exemple, je prends l'exemple du Canada ou de la région de Montréal sur le Saint-Laurent, en hiver, qu'on entrepose dans des granges en les enfonçant dans la sciure de bois pour qu'ils se préservent pendant tout l'été. Et quand ces wagons vont être introduits, on va assurer aux gens une qualité de fraîcheur, c'est-à-dire une réfrigération par à la fois aération, tunnel d'aération et bloc de glace, qui va être presque aussi efficace, et même sur certains types de wagons aussi efficace que la réfrigération mécanique à laquelle nous attendons. L'avènement du wagon-lit marque un point tournant de l'histoire des voyages en train. Avant l'apparition de ces dortoirs sur roues, les voyageurs qui ne pouvaient se permettre de passer la nuit dans un hôtel le long de la voie devaient se contenter de dormir à la dure sur les banquettes. Les voyages sont très inconfortables. Il fait chaud, on a la fumée, et si on veut dormir, se reposer parce que les trajets deviennent longs, les positions que les gens adoptent, c'est tout simplement de s'étendre sur les banquettes en bois. On a des gravures d'époque qui nous présentent les gens avec les jambes par-dessus, les dossiers, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'était juste pour illustrer en fait la frustration accumulée par les passagers dans les premiers temps du chemin de fer. Rapidement, bien sûr, les compagnies ne sont pas folles, elles vont se rendre compte que c'est un élément de compétition. Donc, pour pouvoir l'arracher une clientèle, ils vont commencer à introduire des solutions. La solution, elle viendra d'un constructeur américain du nom de Mortimer Pullman. Au milieu du 19e siècle, l'homme d'affaires sera le premier à établir des standards de qualité pour les voyages de première classe. Il se fit un nom grâce à une voiture de jour qu'il transforma en wagon de nuit. Dormir dans un train en marche, quelle révolution! L'idée de Pullman allait faire du chemin. Vous êtes ici dans un wagon-lit des années 20. Il s'agit du wagon-lit Rutherglen du TransCanada Limited. On voit ici un compartiment avec deux couchettes superposées. Pendant la journée, les voyageurs s'assoient ici, ils ont la fenêtre, l'éclairage. Dans la soirée, pendant que les employés préparent les couchettes, les voyageurs vont s'asseoir ailleurs ou en profitent pour faire un brin de toilette. L'employé prend sa clé, descend la couchette, prépare les literies et installe l'échelle. Et voici un compartiment entièrement prêt pour la nuit. On voit la couchette supérieure avec des lampes de lecture, un cintre pour accrocher les vêtements. Il y a aussi une couchette inférieure constituée des sièges rassemblés, sur lesquels on pose un matelas qui était rangé dans la couchette supérieure. L'échelle est en place pour qu'on puisse y monter. C'était peut-être mieux adapté aux hommes qu'aux femmes de l'époque. En
1860, la Compagnie du Grand Tronc, qui recevait la visite du prince de Galles, fit construire pour l'occasion un premier véritable train de luxe. Et, fait à noter, il était doté d'une voiture-lit. Un siècle et demi plus tard, Canadiens et Américains s'interrogent toujours sur la paternité de cette innovation qui avait permis de voyager en un temps réduit et sur de longues distances. Et dans la réalité, dans l'inconscient collectif, si j'ose dire, il faut quand même reconnaître que c'est M. Pullman qui a gagné, puisque son nom reste célèbre encore de nos jours, en l'an 2000, et que son wagon va être un modèle qui va devenir la norme. Et que l'autre, de toute façon, n'était pas un wagon destiné à être utilisé par le grand public. Le wagon du Prince de Galles était, comme on dit, one of a kind, donc un wagon fait pour une personne, une occasion, qui va bien sûr avoir sa propre descendance dans le genre wagon de luxe, mais qui n'a pas été à l'origine d'une descendance de wagon standard pour le grand public. Donc de ce côté-là, on peut dire que M. Pullman avait les idées plus claires, parce que lui, son wagon était vraiment fait pour un usage commercial, et non pas princier. En 1885, William Cornelius Van Horn, le dynamique et flamboyant dirigeant du Canadien Pacifique, termine son grand projet de transcontinental. Une longue ligne de 4800 km qui traverse le Canada et que seuls quelques colons et immigrants ne peuvent suffire à rentabiliser. Van Horn veut développer l'industrie du voyage et attirer la clientèle aisée à bord de trains pensés pour eux. Le système de classe est d'ailleurs apparu dès les tout débuts de l'aventure ferroviaire canadienne. Déjà, en 1836, le premier chemin de fer de l'histoire comportait des voitures de première et deuxième classe. 50 ans plus tard, le transcontinental de Van Horn comptait 3 classes de passagers. Les premières et deuxième classes, et une dernière, plus économique encore, appelée classe coloniale. Ces voitures rudimentaires, équipées de couchettes superposées, étaient appelées Colonist Sleeping Car ou Immigrant's Car. Pour tout dire, les wagons de deuxième et troisième classe étaient presque identiques. Ils prirent des noms différents pour répondre aux souhaits d'une clientèle anglaise ne voulant pas être confondue avec les immigrants. Ces humbles voitures représentent peu d'intérêt pour la réputation de Van Horn et du Canadien Pacifique. Toute l'attention ira donc du côté de ces voitures de luxe. Van Horn sait qu'une partie de la manne se trouve chez la bourgeoisie et les riches industriels en mal d'action. Le CP, comme bien des compagnies, ne négligera aucun effort pour amener ses bourses bien garnies à voyager sur ces trains. Voitures-restaurants, voitures-bibliothèques, boudoirs et fumoirs, tout un assortiment de wagons à vocation récréative s'ajoute au convoi qui ne cesse de s'allonger. Van Horn, qui désire exploiter tout le potentiel qu'offrent les montagnes rocheuses devenues accessibles, met sur les rails un tout nouveau concept de wagon et lance la voiture d'observation. Ces étranges wagons ferment les convois. La première génération fut conçue pour demeurer à ciel ouvert. Il faudra attendre 1920 pour voir apparaître les fameuses voitures d'observation d'acier inoxydable, coiffées d'un dôme et qui feront l'orgueil de la compagnie. Sous l'influence de Cornelius Van Horn, les voyages en train vont obtenir leur lettre de noblesse. Avec lui, villégiature et tourisme s'élèveront au rang de l'art. Véritable maître des relations publiques, il invite à ses frais artistes, gens de science, prêtres et politiciens à visiter l'Ouest. La stratégie est simple. Van Horn espère qu'une fois de retour, ses émissaires écriront ou raconteront à qui veut les entendre combien il est agréable de voyager au Canada et avec le Canadien Pacifique, bien entendu. C'est ainsi qu'en 1897, de retour de sa traversée du pays en train, Honoré Beaugrand, alors maire de Montréal, vanta publiquement les paysages visités dans des conditions de confort et de sécurité qu'il qualifia d'absolues. L'astucieux Van Horn avait remporté son pari haut la main. Pour amener encore plus de gens à voyager à bord de ces trains, il organise de vastes campagnes publicitaires tant aux États-Unis qu'en Europe.
Des affiches et des brochures montrant les beautés des lieux naturellement traversés par un train du CP circulent à travers le monde. Tout ce matériel est disponible dans les bureaux que Van Horn fait ouvrir à l'étranger, créant ainsi une première forme d'agence de voyage en Amérique. Une idée qui sera plus tard reprise par d'autres compagnies canadiennes. En ce début de 20e siècle, la folie du rail touche maintenant toute la population. Mais l'effort que les compagnies continueront à mettre pour chouchouter et soigner la riche clientèle n'aura aucun égal. Dans ces espaces clos, une petite société nantie et privilégiée prenait place. Le temps d'un voyage, les compagnies allaient lui créer un monde sur mesure. Entre des centaines de sièges étroits, enfermés dans des habitacles surpeuplés, le voyageur d'aujourd'hui n'a souvent qu'une idée, arriver au plus vite à destination. De nos jours, la rapidité des déplacements prévaut sur le confort. Pour le voyageur moderne, difficile d'échapper à la nostalgie que fait naître le souvenir de ces grands voyages en train de luxe, époque d'extravagance où Cornelius Van Horn laissera sa signature. Le Canadien Pacifique préférait construire ses wagons selon ses propres normes techniques, en fonction de l'entretien et du confort. Ainsi, il savait exactement ce qu'il offrait dans sa publicité et personne ne pouvait le prendre en défaut. Et lui dire par exemple « Désolé, je n'ai plus de wagon » ou bien « Vos wagons devraient être comme ceci ou comme cela ». Le CP pouvait ainsi compter sur des wagons répondant à ses besoins au moment où il en avait besoin. Au début du XXe siècle, Van Horn, qui n'en est pas à une idée près, se fait un point d'honneur de défendre un des grands principes de mise en marché si populaire de nos jours, le service à la clientèle. L'uniforme, la politesse et la courtoisie deviennent la marque de commerce du Canadien Pacifique. Tout le personnel portait un uniforme blanc immaculé. Les serveurs portaient leur insigne, des vestes blanches, de longs tabliers blancs, des pantalons noirs et des chaussures foncées. Le service était parfait. Bien sûr, on payait pour ça, mais la compagnie a réussi à maintenir cette image de qualité jusqu'au tout dernier jour du service voyageur. Comme on juge souvent un hôtel à sa table, les compagnies portent une attention particulière au luxe et au service dans les voitures-restaurants. Nous voyons ici un menu du TransCanada Limited. Il date de la fin des années 20. Tous ces menus étaient en couleur avec de belles illustrations et proposaient un grand nombre de plats. Compte tenu de l'exiguïté de la cuisine, c'était un exploit de préparer tous ces mets et de faire en sorte qu'ils soient bons. La voiture-restaurant bourdonnait d'activité presque toute la journée. En effet, les trains du TransCanada pouvaient transporter près de 110 voyageurs, ce qui se produisait souvent, et la voiture-restaurant offrait 36 places. Il fallait donc au moins 3 services à chaque repas pour restaurer tout le monde. Le personnel était occupé du matin au soir, sauf pendant 2 courtes pauses entre le déjeuner et le dîner, et entre le dîner et le souper. Ensuite, il faisait le ménage, il dormait un peu et se levait très tôt pour préparer les déjeuners. Argenterie frappée des lettres CPR, couvert marqué à l'effigie de la compagnie, le géant ferroviaire contrôle tout ce qui entre sur ses trains. La compagnie possède ses propres buanderies le long de la voie afin d'assurer le nettoyage constant de la literie et des précieuses nappes de lin Snow White. Des fermes installées le long du trajet approvisionnent les cuisines roulantes en produits frais. Les fermes que Van Horn fait introduire dans l'Ouest vont lui assurer non seulement la recherche scientifique pour l'amélioration de l'agronomie, mais également la fourniture de produits agricoles entièrement contrôlés par la compagnie. On parle à ce moment-là de volailles, de viande, différentes céréales, des œufs bien entendu, du lait,
au point que on parle de plusieurs centaines de tonnes par an d'œufs, par exemple, qui étaient consommés par les wagons du chemin de fer, avec des exigences particulières. Je prends l'exemple des œufs, mais c'est valable pour tous les autres aliments qu'ils utilisaient. Ils produisaient leurs propres œufs. C'est eux qui ont introduit la notion de grade dans les œufs, avec les tailles différentes, parce que justement, il fallait penser en termes d'entreposage à bord. Ils avaient des normes de fraîcheur. Par exemple, en été, les œufs ne pouvaient pas avoir plus que 4 jours. En hiver, on autorisait qu'ils aient jusqu'à 7. Quand le voyage était terminé, tous les œufs non consommés étaient détruits. On avait vraiment une organisation extrêmement poussée, et au point que la compagnie était tellement fière que non seulement ses fermes étaient étampées Canadian Pacific Farm No. 1 par exemple sur le toit, mais les œufs eux-mêmes avaient l'étampe du Canadien Pacifique sur chacun d'entre eux, étaient envoyés dans des boîtes entièrement faites pour le Canadien Pacifique, et qui permettaient d'avoir la quantité exacte d'œufs nécessaire pour un voyage typique. Au tournant du siècle, le voyage Montréal-Vancouver coûte 20 $ avec couchette et 75 cents par repas. Voyager demeure un luxe, mais qui gagne en popularité. On voyage pour changer d'air, voir du pays et, qui sait, peut-être faire de nouvelles rencontres. Dans les trains, l'espace est très restreint. Les gens sont beaucoup plus tassés les uns sur les autres que dans un bateau ou un hôtel ou dans une habitation ordinaire. Cette promiscuité dans les trains jouait un rôle dans les relations entre les hommes et les femmes. Il fallait surveiller les conventions sociales, sa réputation et tout cela. C'est une véritable vie en société qui se crée pendant les longues heures que durent les voyages transcontinentaux. Pour cette clientèle choyée, les compagnies inventent des décors recréant sur mesure le milieu dont elle est issue. Nous sommes ici dans un wagon-bar solarium du Trans-Canada Limited qui portait le nom de Rivière-Rouge. Il existe 15 de ces wagons. Il s'agissait en fait du hall de cet hôtel sur eau qui était le Trans-Canada Limited. Un hôtel linéaire où l'on trouvait les chambres, le restaurant et le bar dans le prolongement les uns des autres. Malgré toute l'attention portée sur les riches touristes, le service voyageur ne représente qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires des compagnies et ne sera jamais véritablement rentable. Mais c'est pourtant autour de ce fragile marché que les géants de l'industrie ferroviaire allaient entreprendre une guerre coûteuse et sans merci. Ne cherchez plus les trains de voyageurs du Canadien Pacifique et du Canadien National sur les centaines de milliers de kilomètres de voies qui sillonnent le territoire canadien. En 1977, les deux compagnies qui s'étaient départies du service passager laissaient à la nouvelle société Via Rail le soin de faire voyager les gens. Au cours de la première demi du XXe siècle, cette clientèle sur laquelle on lèvera le nez plus tard a alimenté une bataille des plus épiques entre les deux grandes compagnies ferroviaires. C'est au Canada que l'on retrouve les voyages en train les plus confortables au monde, clament en chœur les compagnies rivales. Offrir un confort douillet et un service impeccable sont les mots d'ordre sur lesquels le Canadien Pacifique et le Grand Tronc, qui deviendra plus tard le Canadien National, allaient croiser le fer. L'escalade commence véritablement en 1900, alors que le Grand Tronc met sur les rails son International Limited. Il espère ainsi damer le pion au CP, qui possède une longueur d'avance au chapitre du service à la clientèle dans l'Ouest. L'International Limited est un train magnifique, l'un des meilleurs du continent, disait-on. Il effectue la liaison Montréal-Chicago via Toronto en 23 heures. Ce n'était qu'un début. Au moment de l'incorporation du Grand Tronc au Canadien National en 1923, la rivalité avec le Canadien Pacifique va atteindre des sommets inégalés. Entre Sir Henry Thornton, président du CN, et Edward Beatty, patron du CP, ce
ce serait une lutte à finir. On ne sait plus quoi inventer pour ravir la clientèle de l'autre. Sur les trains du CN, de nouvelles voitures font leur apparition. Le Sunroom, genre de solarium, la voiture Barbier et un premier wagon de toilette équipé de douches en céramique. Tout ça impressionne la clientèle et fait jaser la compétition. Mais le meilleur coup de Thornton reste à venir. Une invention récente qui allait faire pâlir de jalousie son rival était sur le point de faire son entrée sur les trains du CN. La radio. En voulant en mettre plein la vue au CP, Thornton allait, d'une certaine manière, contribuer au développement de l'une des grandes institutions culturelles canadiennes, le service radiophonique de la Société Radio-Canada. Ici, Radio-Canada. C'est le 23 juillet 1923 que le CN annonce l'introduction de ce nouveau service à bord de ses trains. À partir d'un studio loué à Montréal, musique et information sont captées par une radio installée dans une voiture salon, filant à vive allure vers l'ouest et pour le plus grand étonnement des voyageurs. En 1925, on retrouve des radios sur une vingtaine de trains du CN. C'est un vif succès. Sur les lignes principales, un opérateur en uniforme joue avec de mystérieux boutons, puis place des écouteurs sur les oreilles des voyageurs médusés, conquis. En 1930, le Canadien national est propriétaire de 13 stations de radio installées dans les grandes villes canadiennes. Le gouvernement d'Ottawa, intéressé par cette entreprise de communication, acquiert les installations du CN et crée 2 ans plus tard la Commission de radiodiffusion canadienne. Cette idée de modernité, en fait, du Canadien national, ça va être leur cheval de bataille. Parce que justement, s'ils s'enfoncent dans le passé, c'est-à-dire s'ils utilisent la notion de patrimoine et d'ancienneté de la compagnie, ils font fausse route. D'abord parce que la compagnie est neuve et qu'elle hérite en fait surtout d'échecs, de compagnies qui ont fait échec. Leur avantage, c'est qu'ils vont bénéficier de subsides gouvernementaux que ne possède pas le Canadien Pacifique, ce qui va leur permettre d'expérimenter sur un certain nombre de choses. On a parlé de la radio, on pourrait aussi bien parler de l'introduction du diesel, ou de diesel électrique un petit peu plus tard, mais le CN va être le premier à vraiment faire des tests, à faire des essais, d'essayer d'introduire des locomotives diesel. Ça fait partie de cette notion de modernité. Monsieur Thornton, plus tard, va être le premier à vouloir instaurer une gamme complètement nouvelle de locomotives, des locomotives beaucoup plus puissantes, qui vont pouvoir faire le trajet avec moins de matériel, avec comme autrefois on aurait mis 3 locaux, on n'en mettrait plus qu'une par exemple. Il va être celui aussi qui va pousser pour que l'on instaure de nouveaux services, et il va uniquement baser sa stratégie sur une compétition avec le CP. Si le CP a un train de luxe, il va avoir un train de luxe. Si le CP a 3 trains de luxe, il va avoir 3 trains de luxe. Si le CP gravit les montagnes, il va les gravir et en plus il va offrir l'océan. Il va toujours vouloir vraiment copier, non même pas, je ne devrais pas dire copier, dépasser le CP. Alors cette compétition féroce qu'il va y avoir entre les deux va durer en fait de la création même du CN. Dès les années 1918-1923, cette phase d'amalgamation, jusqu'on peut dire la Première Guerre mondiale, où là il va y avoir un hiatus dû à la guerre elle-même, avant que la compétition reprenne après la Deuxième Guerre. Le réseau français de Radio-Canada s'étend désormais de la péninsule de Gaspé au pied des montagnes rocheuses. Beatty accuse Thornton de dépenser l'argent des contribuables en futilité. La course pour obtenir la tête du peloton est des plus serrées entre les deux hommes. Les trains du CP, qui avaient toujours été plus rapides que ceux de ses concurrents, sont maintenant dépassés par ceux du CN, qui détient un record de vitesse entre Montréal et Winnipeg. Dans cette lutte sans merci pour ravir la clientèle, Thornton allait bientôt devoir se mesurer à un prétendant au titre bien plus coriace qu'a pu l'être Beatty. Déjà, l'automobile ne cessait de croître en popularité, accaparant une part toujours plus importante du trafic voyageur. Le Canadien national refuse de se laisser faire. Il répond en mettant sur les rails la Minaki, une toute nouvelle voiture salon buffet équipée d'un salon de coiffure, d'un bar et du téléphone. Thornton en remet avec
avec le Confederation, le meilleur de tous les trains, dit-il, a effectué la liaison Montréal-Toronto-Vancouver. On y retrouve un gymnase, des douches, des bureaux et un restaurant de 36 places. Impossible de faire mieux. Impossible d'aller plus loin. Le crash boursier allait stopper l'escalade et obliger le CN et le CP à réduire leurs ardeurs, leurs dépenses et leurs profits. Les temps étaient difficiles. La course à l'apparat avait coûté cher. L'époque dorée des voyages en train tirait à sa fin. Comme un sous-neuf, avec ses chics wagons en acier inoxydable datant des années 50, le Transcontinental de l'Ouest, Canadian, a récemment été restauré par la compagnie Via Rail. Remis sur les rails en 1990, le Canadian perpétue une riche tradition ferroviaire canadienne et fait revivre aux voyageurs la belle époque des voyages à bord de ce train de luxe. Salon, restaurant, rotonde et plaisir du voyage. Le Canadian renaît. Comme à l'époque, des œuvres d'artistes canadiens de renom couvrent les murs du salon. Des murales tenant lieu de véritables galeries d'art ambulantes. Via a acheté ce matériel au Canadien Pacifique à la fin des années 70, mais il datait en fait des années 50. Ce wagon, comme 199 de ses semblables, avait 40 ans bien sonné, et il fallait le remettre entièrement à neuf, les rajeunir dans tous les sens du terme. Nous avions le choix entre ça ou les mettre au rebut et acheter du neuf. Or, les voyageurs qui avaient pris ce train éprouvaient une certaine nostalgie et même de l'attachement envers ces wagons, ce qui était aussi le cas du personnel. Nous avons donc étudié les deux possibilités. Ou bien nous achetions un parc de wagons neufs, ou bien nous nous attaquions à ce gigantesque travail de restauration. Et c'est finalement ce que nous avons décidé de faire. Nous avons dépensé en moyenne $1 million par wagon et nous les avons refaits du plancher jusqu'au toit. Le Canadian, initialement propriété du Canadien Pacifique, fut inauguré le 24 avril 1955. Ce train magnifique diminuait de 16 bonnes heures le temps de parcours d'un voyage transcanadien et proposait un décor moderne, haut de gamme. Cette même année, le Canadien national avait répliqué avec le Supercontinental. Ce train, qui offrait à peu près les mêmes horaires que le Canadian, marquait le retour aux hostilités. Avec ces deux nouveaux convois, les compagnies espéraient regagner le cœur d'une clientèle de plus en plus courtisée par l'automobile. Ces deux grands trains étaient en fait leur dernier espoir. Le CN, lui, qui est le compétiteur du CP, est dans une nouvelle phase. Le nouveau directeur, Gordon, a décidé de ne pas faire comme son prédécesseur et de faire la guerre à outrance au CP, sauf sur un point. Celui d'offrir un train nouveau, qui marque l'image d'une compagnie dynamique. Et ce qu'il va choisir, c'est si le CP crée un nouveau train, qu'il va appeler le Canadian, lui va créer un nouveau train. S'il a le Continental, eh bien, il va avoir le Supercontinental. Et le Supercontinental va utiliser la même logique que le Canadian. Il s'agira d'un train le plus moderne possible. On va avoir là aussi des wagons salon. Ce pas vraiment des wagons dôme comme on va voir sur le CP, mais ce sont des wagons ultra modernes avec leur propre aérodynamisme, leur propre qualité de service. Sur ce point-là, pour une dernière fois, le CN et le CP se font vraiment la guerre. La crise économique n'avait pas épargné les compagnies ferroviaires. La période dorée des chemins de fer et des grands voyages en train avait perdu de son lustre. Le
CP et le CN se partageaient à peu près à part égale le transport des passagers. Mais l'automobile, la machine de Ford comme on l'appelait, ne cessait de faire tourner les têtes. Le Canadien Pacifique commande alors de nouveaux trains rapides pour assurer les liaisons express Montréal-Québec, Toronto-London et Calgary-Edmonton. Ils sont tirés par des locomotives aérodynamiques et puissantes pouvant atteindre 180 km à l'heure. Un record de vitesse inégalé jusqu'à l'apparition, 40 ans plus tard, de la futuriste Turbo du Canadien national. Puis, c'est la guerre. L'essence rationnée, le transport ferroviaire reprend du service. Les trains de colons transportent les soldats. L'affluence augmente sur toutes les lignes. En 1944, la fréquentation s'est accrue de 30%. Les réjouissances sont de courte durée. Dès l'année suivante, 3 millions d'automobiles sillonnent les routes. Puis c'est au tour des avions de la Trans-Canada Airlines d'attirer les voyageurs. À bord des trains, les services offerts dans les voitures-lits, salons et restaurants sont devenus un gouffre financier. Vieilles de plus de 25 ans, plusieurs locomotives sont usées, à bout de souffle. Jusqu'en 1954, les deux compagnies tenteront de remettre le matériel en état. Elles passent de la vapeur au diesel et améliorent le service. Pendant que le Canadien Pacifique met toute son énergie à revamper ses trains de première classe, le Canadien national entreprend la modernisation de l'ensemble de sa flotte. Le Canadien Pacifique se bat à coups de nouvelles voitures d'observation, de dômes et de voitures café Skyline, pourtant remarquables, mais rien n'y fait. Au début des années 60, les deux compagnies rivales sont toujours nez à nez, incapables d'augmenter leur nombre de passagers. Le Canadien Pacifique en a assez et se retire. Le Canadien national, qui est une compagnie publique, s'accroche. Elle tente quelques améliorations ici et là. Elle lance la formule des billets par la poste, invente même un concept permettant de faire voyager l'automobile, son pire ennemi, à bord de ses trains. Mais c'était trop tard. Une des grandes périodes de l'histoire ferroviaire était maintenant derrière. Les compagnies chemin de fer, que ce soit le CN, le CP et après Via Rail, ont tout simplement fini par comprendre que le Canada était enfin arrivé à la maturité où on pouvait avoir une diversité de moyens de transport. Et c'est donc pas la fin de l'histoire des chemins de fer, au contraire, c'est une nouvelle phase, un renouveau. L'ensemble du service voyageur au Canada est sous la responsabilité de Via Rail depuis plus de 20 ans. Comme le firent avant elle le CP et le CN, la compagnie repart sur la route de la séduction en offrant à sa clientèle de revivre cette grande traversée du Canada et de son histoire. Autrefois, la traversée du Canada en train était considérée un peu comme un rituel pour les Canadiens. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Nous avons encore souvent des familles et de jeunes gens qui entreprennent cette traversée. Ces personnes ne reprendront peut-être pas le train avant longtemps, mais ils désirent le faire au moins une fois dans leur vie. Comme je disais, les familles avec de jeunes enfants le font une fois, tout simplement parce que c'est une chose que tout Canadien doit faire. Et c'est un événement vraiment spécial. Folie des grandeurs, faste et démesure, la fabuleuse époque des voyages en train fut mémorable. Avec elle, c'est plus d'un siècle d'histoire et de paysages qui auront défilé sous les yeux de générations de voyageurs parcourant le pays à bord de ces grands trains. Jamais je me lance. Non, jamais. Peut-être parce que par passion, j'aime le train, je me lance pas. Il y en a qui peuvent dire, bah, c'est long. Aujourd'hui, en tout, pour que ça fasse vite, hein, on va arriver tout de suite à un endroit. Moi, c'est pas mon objectif. Moi, c'est de regarder, d'observer, surtout la nature. Et le train me permet ça. C'est ma maison qui est ambulante.